Merci. Dans une vie parallèle, je m'occupe d'études sur la comparaison spatio-temporelle des prix entre la métropole et les Outre-mer. Donc, c'est cette approche que je vais privilégier pour essayer de vous convaincre facilement que le contrôle budgétaire Outre-mer présente un certain nombre de spécificités. Pour cela, je vais m'appuyer sur des statistiques. Et pour un petit peu singer l'INSEE, je vais d'abord vous expliquer en quoi il peut y avoir des biais méthodologiques et lesquels sont sans influence sur la portée des enseignements. D'abord, les premiers biais sont des biais méthodologiques propres aux chambres régionales des comptes. À savoir, si on se réfère au rapport public annuel de la Cour des comptes, qui publie des statistiques sur le nombre d'avis et le nombre de saisines par fondement juridique et par ressort, il y a la problématique des saisines qui sont avec des fondements multiples, les saisines ou les avis qui interviennent dans le cadre d'un premier avis, d'un deuxième avis. Il y a le problème de rattachement des saisines qui parviennent en fin d'année. Et enfin, dans tout ce panel-là, il y a les saisines qui se traduisent et qui donnent lieu pourtant à des avis, à des désistements, des non-lieux et des rejets. Le second biais externe, vous m'entendez mieux? Le second biais, c'est que qui dit avis dit saisine. Et malheureusement ou heureusement, les préfectures, en concertation avec les chambres, ne transmettent pas tous les cas qui pourraient donner lieu à des avis. Ces précisions faites, si on prend donc la période 2015-2018, ce sont 630 avis en moyenne qui ont été émis par les chambres régionales et territoriales des comptes. 197, presque 200, soit 31%, l'ont été par les chambres d'outre-mer. Alors, si on met de côté la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, qui, à elles deux, rendent environ 10-11 avis par an, c'est donc que les chambres productrices sont ailleurs. Au palmarès, c'est la Chambre des Antilles et Guyane qui rend environ 150 avis par an. La Chambre de la Réunion Mayotte, c'est environ une trentaine sur les 4 dernières années. Alors ce ratio, il interpelle. Que ce soit si l'on considère la population, les territoires ultramarins, c'est 2 600 000 habitants au regard des 67 millions de Français. Plus pertinent, c'est si on compare 200 communes outre-mer à 36 000 et des brouettes. Alors, pourquoi une telle surreprésentation des outre-mer? Et en quoi le travail des chambres régionales des comptes ultramarines est-il différent de celui des chambres de métropole? Pour répondre à ces deux questions, il faut avoir une vision plus fine au niveau de la typologie des avis rendus par les chambres régionales des comptes. Je vais cependant rester dans une approche globale parce que je ne souhaite pas stigmatiser tel territoire ultramarin par rapport à un autre. Si vous voulez connaître le palmarès, il suffit de se plonger dans le tome 3 des rapports publics annuels de la Cour des comptes. Bien souvent, dans les propos, et j'ai déjà commencé, je vais parler de communes, tout simplement parce que les communes représentent la très grande majorité des avis rendus par les chambres, communes ou leurs établissements rattachés. Pour la typologie, je vais me permettre de faire une petite simplification.
et considérer 3 types de saisines. Celle qui porte sur un défaut d'adoption des documents budgétaires, donc soit pour le budget principal ou le compte administratif, celle qui porte sur un défaut d'équilibre des budgets ou prévisionnels ou comptes administratifs, et enfin celle qui porte sur les dépenses obligatoires. Premier cas de figure, donc l'absence de vote dans les délais du budget principal ou du compte administratif. En métropole, cela représente 21% des avis rendus, 21% qui concernent les budgets principaux et 11% qui concernent les comptes administratifs. Ces ratios ne sont que respectivement de 5,5 pour les budgets primitifs outre-mer et un petit 2,5 pour les comptes administratifs. Alors l'explication, elle a été légèrement abordée par les intervenants précédents. C'est effectivement la taille des communes, si on met de côté la Polynésie française avec l'éparpillement des îles. Qui dit taille plus importante dit potentiellement et de fait une population plus importante. Et qui dit population plus importante, il faut retenir le seuil des 1000 habitants, précédemment des 3500 habitants, qui a pour conséquence de modifier le scrutin qui permet d'élire les conseillers municipaux. Quand on a affaire à un refus ou une non-adoption d'un budget primitif dans les délais, c'est la plupart du temps un règlement des comptes politique entre les conseillers municipaux et le maire. Il faut comprendre facilement que les majorités issues de scrutins, alors de listes plurinominales, enfin avec panachage, non-panachage, rendent les majorités plus fragiles. Il n'empêche que dans les communes de taille plus importante, avec un scrutin de liste et prime au vainqueur, eh bien les majorités, parfois, s'effilochent au fil des années. Il suffit de lire un petit peu, pour la presse locale, la saga de la plaine des palmistes. Alors, ces premiers cas de saisine, je vous le dis, ça concerne essentiellement des problèmes de gouvernance. Et les réponses qui sont apportées par les chambres régionales des comptes ultramarines sont de même nature que celles qui sont apportées par les chambres métropolitaines. On apporte comme réponse, on propose au préfet de régler le budget primitif de la collectivité selon le modèle, ce qu'on appelle un budget à minima. Et la plupart du temps, on s'appuie sur le projet qu'a transmis le maire, voire, s'il ne l'a pas fait, ses services. Donc le budget à minima, c'est celui qui va se contenter d'ouvrir des crédits à hauteur des dépenses incompressibles et des dépenses qui sont nécessaires à assurer un fonctionnement courant de base, avec éventuellement quelques variantes selon les chambres sur qu'est-ce qu'on fait avec les investissements, qu'est-ce qu'on fait sur les subventions au monde associatif. Souvent, pour les investissements, beaucoup de chambres considéreront que tout ce qui est engagé, ou tout projet même, s'il n'a pas été engagé et qui a fait l'objet d'une décision que l'on peut détacher du contexte budgétaire, peut éventuellement être reprise. L'objectif des chambres, c'est de privilégier le fonctionnement démocratique des organes de la collectivité, aux élus d'être responsables et de trouver un consensus sur certains points qui sont bloquants pour le développement de leur collectivité. Deux petits mots sur la non-adoption du compte
administratif. De mon point de vue, c'est la saisine la plus inutile, qui est vraiment dépourvue d'intérêt pratique. Ne pas voter le budget principal, c'est entraver un petit peu l'action de l'exécutif. Ne pas voter le compte administratif, c'est se tirer une balle dans le pied. Pourquoi? Parce que le compte administratif, ça ne sert pas à grand-chose, si ce n'est qu'à récupérer le fonds de compensation de TVA. Donc vous voyez un petit peu, il faut être un peu détraqué pour empêcher une collectivité de recevoir des ressources. Sachant que fait la Chambre quand elle reçoit, elle est saisie d'un compte administratif non voté, eh ben, s'il y a des dissensions au niveau d'une collectivité, généralement, dans le poste comptable, ça marche du feu de diable. Et donc, on se contente de regarder si on peut faire un rapprochement intelligent des données du compte de gestion avec le compte administratif. Et ça se conclut par le compte de gestion étant conforme au compte administratif, circuler, il n'y a rien à voir. Voilà pour le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, les comptes en déficit. Les budgets en déficit représentent en métropole 13% des avis rendus et ils représentent, c'est ça, 13%, et ils représentent 13%, autant pour moi, 28% en métropole, ça représente, et seulement 13% outre-mer, les budgets primitifs. Si on regarde le deuxième cas de figure, les comptes administratifs, la tendance est inversée. C'est 21% outre-mer et 13% en métropole. Alors, ce paradoxe, il a une explication. C'est qu'en métropole, les collectivités traversent généralement des difficultés conjoncturelles. Outre-mer, elles sont davantage structurelles. Et la réponse, c'est que généralement, à la clé, il y a un plan de redressement. Et un plan de redressement, mécaniquement, ça ne se fait pas sur une année, ça se fait sur 2 ans, 3 ans, éventuellement sur 10 ans pour certaines communes. Ça ne veut pas dire qu'en métropole, il n'y a pas de collectivités qui traversent des difficultés structurelles ou qui connaissent des déficits abyssaux. Alors, comme on est un petit peu outre-mer, je me suis dit, c'est un peu à la matière des fruits exotiques, on va vous livrer quelques cas de figure qui peut-être vous échappent. Les stations de sport d'hiver de petite et de moyenne montagne, eh bien, elles ont fait les beaux jours des chambres de Languedoc-Roussillon et de Rhône-Alpes, et voire plutôt de PACA, parce qu'elles sont installées plutôt en PACA. Et c'est vrai que lorsque l'on veut créer des remontées mécaniques, l'investissement pour des collectivités qui feront peut-être moins de 1000 habitants, voire parfois une centaine d'habitants, c'est énorme. Un autre cas de figure, parce que outre-mer, il y a très peu de mines, parler de Cap Découverte. C'est un parc de loisirs qui a été construit à Carmaux, lorsqu'il a fallu un petit peu négocier l'après-fermeture des mines. Le syndicat intercommunal qui portait ce projet-là était constitué de 4 toutes petites communes. Et au regard de la masse des investissements, la taille n'était pas suffisamment critique. La solution, ça a été qu'au bout de certaines années, on a transféré ça à l'intercommunalité ou à la ville de Carmaux. Les plans de redressement, je vous dis, ils sont plus nombreux outre-mer. Il a été une époque où je crois que sur le territoire de Mayotte, 7 des 17 communes faisaient l'objet simultanément d'un plan de redressement. Alors, soit ils en sortaient, soit ils y rentraient, soit ils continuaient leur dérive. Ici, à La Réunion, c'est la commune de Saint-Louis qui constitue un petit peu le marronnier de la Chambre. Mais aux Antilles, Guyane, chaque territoire a son lot de collectivités et parfois ce ne sont pas des moindres. Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, Kourou en Guyane, Macouba, c'est une petite commune de Martinique, mais c'était le nom, la sonorité était tentante pour citer un petit peu un exemple martiniquais.
Alors, pourquoi peut-être les collectivités ultramarines font-elles l'objet de plans de redressement? On dit tout simplement parce que les ressources des collectivités sont plus faibles que les emplois. Donc, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Tout simplement, face à des ressources, il y a, en termes de gestion, des décisions qui sont prises. Et si on consomme, on essaie d'optimiser, parfois on va au-delà de l'optimisation de la ressource. La tentation, elle est forte, comme nous ont expliqué certains intervenants, nos collègues territoriaux. Les dépenses de personnel outre-mer représentent jusqu'à 70% des recettes réelles de fonctionnement. Les dotations de l'État sont, en tête de pipe, plus faibles outre-mer qu'en métropole. Les ressources issues de la fiscalité directe locale, de ce qu'il en reste, sont plus faibles. C'est pour ça qu'il y a aussi, après, de l'octroi de mer pour compenser un petit peu ce déficit. Et on va y revenir. Et donc, quand la Chambre récupère un budget en déficit, elle va essayer de jouer sur les ressources et sur les emplois. Alors, sur les ressources, les produits du domaine et des services, il ne faut pas en attendre des miracles. Ce n'est pas avec les droits de place, le stationnement, que l'on va récolter des millions. La réduction des charges, elle a ses limites. Ça marche une fois, ça marche 2 fois, 3 fois, on racle l'os, et puis ensuite, la population elle est dans la rue. Les chambres d'outre-mer disposent de moins de leviers que les chambres métropolitaines. Il faut bien ça, d'avoir un esprit pour trouver des solutions pour rééquilibrer. En métropole, la solution de la facilité, c'est on rehausse les taux d'imposition. Sachant que les impositions, jusqu'à une époque, c'était environ 50% des ressources de fonctionnement. Sachant qu'elles avaient un certain dynamisme quand on songe à la taxe professionnelle, qui n'existe plus. La taxe d'habitation, avant qu'elle subisse une réforme, avant qu'également il y ait une redistribution des ressources entre les collectivités, redistribution qui conduit à une perte de l'autonomie fiscale. Et le levier des taux, outre-mer, il est beaucoup moins performant quand vous avez compris tout ça. Un exemple, à Mayotte, on a essayé le relèvement des taux en 2015. Avec 1 point de relèvement, on obtenait une recette dans une commune d'environ 10 000 habitants de 30 000 €. Quand il s'agit de combler un déficit de 1 million, ça fait à peu près du 25-30% d'augmentation de points, en termes de points, c'est pas 30%, 30% de points en plus pour aller chercher. Ce n'est pas la grogne sociale que ça peut engendrer. Alors, outre-mer, il y a une recette qui est dynamique, c'est l'octroi de mer. Malheureusement, le mécanisme fait que c'est la région qui définit, malheureusement ou heureusement pour la région, qui définit les taux et qu'on n'a pas le droit d'aller chercher un tiers pour aller combler le budget d'une collectivité. Ce qui fait que les marges étant plus faibles, le temps pour retrouver l'équilibre budgétaire va être mécaniquement plus long. Ce qui fait qu'on a des plans pluriannuels, même je dirais des plans pluriannuels glissants. Parce que ce n'est pas parce qu'on accompagne une collectivité que la tendance, le retour à l'équilibre, est au rendez-vous. Sur les dépenses obligatoires, si je prends juste le fondement juridique, elles représentent à peu près, c'est équilibré, métropole, outre-mer. Autant dire qu'il y en a beaucoup outre-mer, c'est 46%, 54% métropole. En outre-mer, ça représente sur l'ensemble des avis traités plus d'une saisine, plus d'un avis rendu sur 2.
Alors l'explication, elle tourne toujours sur la même chose, c'est que les collectivités ultramarines, sans qu'on se pose la question de savoir si elles sont moins bonnes payeuses que les collectivités métropolitaines, elles ont des difficultés de trésorerie plus importantes qu'en métropole. Et ça se traduit dans les postes comptables, nos collègues sont là pour en témoigner, des délais généralement plus longs pour payer les factures des entreprises. Donc l'article L1612-15 du CGCT, c'est une arme pour les tiers, qu'ils soient privés ou publics. Mais ces dispositions-là, il faut avoir en tête qu'il s'agit juste d'une transposition de dispositions du Code de commerce, parce que les principes d'exigibilité, caractère certain, caractère liquide, caractère non contestable, on les retrouve dans le droit privé. Quand une chambre se trouve saisie d'une dépense obligatoire, on va dire qu'elle examine 2 points, éventuellement un 3e. Or, les histoires internes de procédure, de savoir si la saisie est recevable ou pas. Le premier point examiné, c'est le caractère bien fondé de la demande. Et comme il y a quelques étudiants, je les invite à lire une jurisprudence qui n'est pas souvent commentée, c'est celle de la commune de Plestin-les-Grèves du 21 mars 2007, qui, une fois qu'elle dit, elle rappelle les grands principes, caractère dette échue, caractère certain, liquide, non sérieusement contesté, elle explique, dès qu'il y a une contestation sérieuse dans son principe ou son montant, la Chambre ne peut que rejeter la demande du tiers, sans qu'il y ait lieu pour elle à s'interroger sur le bien fondé de la contestation. Je me souviens des années 2000 où dans les chambres, on considérait que pour qu'une dépense soit sérieusement contestée, il fallait que la commune ait introduit une procédure devant le tribunal et qu'éventuellement, pas contente du sort réservé par le juge de première instance, elle fasse appel. Là, éventuellement, la dépense était sérieusement contestée. Ce temps-là est révolu. Le deuxième point examiné, c'est la présence des crédits suffisants. Alors, sauf à intervenir en fin d'année et sauf à ce que la créance soit exorbitante au regard des masses financières, ce n'est pas un problème. Et généralement, la Chambre constate que les crédits sont suffisants, au moins outre-mer. Troisième point, c'est que rien ne s'oppose généralement au règlement du litige, si ce n'est, une fois qu'on a dit que la dépense a présenté un caractère obligatoire pour la collectivité et que les crédits étaient présents, le problème est si, outre-mer, fréquemment, il y a un problème. C'est qu'il n'y a pas de disponibilité des crédits dans certaines collectivités. Alors, on me dirait quel intérêt pour les collectivités, pour les tiers, c'est de saisir la Chambre uniquement pour obtenir des ordres de priorité. Je profite qu'il y ait également un parterre important de personnel qui travaille dans les services financiers pour leur passer un message. On est souvent saisi sur des contrats de location entretien des photocopieurs. Donc il faut savoir que les clauses de rupture, s'agissant de contrats type, sont très bien ficelées en faveur du prestataire. Et que si on ne vous y prenez pas 3 mois avant la date de renouvellement qui va vous faire recourir votre engagement pour un mois, c'est râpé. Et ce n'est pas la peine de venir pleurer ensuite. Pour conclure, ce poids statistique important a une conséquence mécanique sur le travail des chambres. Ça veut dire qu'une part importante du temps de travail des chambres d'outre-mer est consacrée au traitement des saisines et que donc, par effet de vase communicant, c'est autant de temps en moins
pour s'occuper de l'examen de gestion des collectivités. Dans les chambres de Antilles-Guyane, les magistrats traitent environ une dizaine de saisines par an, quand, dans certaines chambres de métropole, certains n'en voient pas la couleur pendant plusieurs années. Alors, bien sûr, avec ces effets de masse, il y a des effets sur le traitement. On est plus rapide, on est plus performant. Cela n'empêche, ça reste un poids, et que pour essayer de limiter ce poids, on a besoin de la collaboration de la préfecture et on a besoin de la collaboration des réseaux comptables et des services financiers des collectivités parce qu'on a un temps réduit et qu'à ce moment-là, la priorité, c'est la réactivité de chacun. Voilà, je vous remercie de votre attention.